qu'a fait en pays, eh ben nous et puis Michel Branchi pour dernier jour. Et c'est vrai qu'il reste, s'il faut que tu fasses émission, c'était pratiquement un mois. Je Sandré là, pour pas déborder trop machin, mais Michel, nous savons qu'en fait, c'est un livre pour faire, pratiquement. Bel bonsoir. Oui, bel bonsoir tout le monde. Nous qui étions nous sous le sport. Nous parler très peu de la politique, particulièrement ça qui concerne tout ça qui a tourné alentour, le communisme et les bagailles comme ça. Mais nous savons que au fait, il y a des bagailles. Mais avant que nous rentrions pour que nous bout à sous toute partie politique là, nous t'ai dit comme ça que nous t'ai aussi aujourd'hui l'histoire du temple solaire. C'est une histoire qui m'attire particulièrement comme beaucoup de matinités. Hein. Oui. Alors, moi porté volontairement un numéro spécial. Mm-hmm. Alors, la secte qui a volé et tué les Martiniquais. Et puis Eddie Marajo de l'Historial. Mm-hmm. Hein? Bon, c'est un numéro qui est paru en mai 2017, en avril-mai 2017. Je pense qu'il doit en avoir toujours. C'est ça. Pour ceux qui veulent des précisions sur cette affaire qui a défrayé la chronique en Martinique. Alors, en deux mots. Le temple solaire. L'ordre du temple solaire. Je tiens à en parler parce que je vais peut-être faire de la peine à certaines personnes parce que je fais un lien avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19 et certaines choses qui me choquent. Le temple solaire est une organisation templière qui s'est implantée en Martinique et qui a fait beaucoup d'adeptes. C'était dirigé par un homme ayant un grand charisme, mais qui avait aussi la particularité d'être médecin. Mm-hmm. C'est important pour ce que je vais dire après. Le docteur Luc Jouet. Ça a commencé par des conférences sur l'alimentation, le bien-être, etc. Bon, l'alimentation saine, etc. Bon, la pollution, l'environnement. Bon, pourquoi pas. Et il a fait beaucoup d'adeptes. Et toute classe sociale confondue. Alors, je dirais quand même plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes supérieures. D'accord. OK? Il y avait même des béquets. Oui. Bon. Et 50% des adeptes martiniquais de cette organisation qui s'est révélée par la suite être une secte, parce que je ne confonds pas, je tiens à le dire, je ne confonds pas une religion à une secte. Je ne confonds pas un ordre philosophique comme les francs-maçons à une religion. À une religion et ni à une secte. C'est ça. Ça s'est révélé par la suite par les pratiques. Ce qui définit une secte, c'est les pratiques. Les pratiques. Alors, il y a trois choses. Il y a le pouvoir, il y a le sexe, il y a l'argent. C'est ça. Bien. Ouais. 50% des gens qui étaient dans cette organisation étaient des médecins ou des paramédicaux. Or, aujourd'hui, nous avons aussi des médecins et des paramédicaux qui disent aux gens de ne pas se vacciner. Okay? Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est médecin et paramédicaux qu'on est vacciné contre le charlatanisme. C'est ce message que je tenais à... D'autant que une récente étude de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sexuelles, sectaires, encore qu'il y a beaucoup de sexe dans les sectes, qui a été relancée par la ministre Marlène Schiappa. Cette mission, cette lutte, avait été mise sous le boisseau par Sarkozy, qui était l'ami de Tom Cruise. Tom Cruise, c'est aussi le représentant d'une secte. Ok, bien. Cette lutte vient de révéler qu'il y a des liens entre certaines organisations anti-vax, QAnon aux États-Unis et le milieu sectaire. Autrement dit, les méthodes, les procédés qui consistent à dire les choses. Quelle est la méthode principale? C'est que pour convaincre des gens, on vous dit une chose où il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux.
Et il faut toujours trouver le central. Voilà. Mais pour déceler, si vous n'êtes pas médecin, par exemple, pour déceler, M. Jouret disait qu'avec un granule d'homéopathie, il pouvait soigner la sclérose en plaques. Il a escroqué beaucoup de Martiniquais ici. Avec cette maladie qui, malheureusement... Bon, qui est, jusqu'à présent, qui est considérée comme inguérissable. Bon. Je pourrais prendre d'autres exemples pris dans l'actualité, mais je ne veux pas polémiquer. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes battus contre cette organisation pour empêcher des parents, de nos parents, d'y aller. On a sauvé beaucoup de Martiniquais, puisque ça s'est terminé par un massacre. Par un massacre. À Salvan-Chéry, puis dans les Alpes, bon, dans le Vercors. Et puis, ce qui est grave, c'est que malgré tout, il y a quand même 2 Martiniquais qui sont morts là-dedans. Bon, je vais les nommer, pas parce que ça me fait de la peine. C'était un médecin, anesthésiste, qui s'appelait Line Lheureux, et sa fille. Bon. Donc, nous avons combattu avec le monsieur Zéclair, qui était le président de l'association de défense de la famille et de l'individu qui nous a soutenus. Nous avons beaucoup œuvré pour démasquer d'abord cette organisation. Il y a eu procès, il y a eu tout ça après. Voilà. Alors, bon. Donc, je voulais rappeler ça, mais le point principal, la question qu'on nous a posée après, pourquoi cette organisation s'est implantée aussi rapidement en Martinique? Et nous avons développé ça aussi à une récente émission avec Eddy Marajo. C'est parce qu'il y a une imprégnation, malheureusement, mystico-religieuse de la population martiniquaise, y compris dans les couches. Beaucoup plus... Bien sûr, il n'y a pas simplement que les gens... C'est pas chez Titonson. Voilà. Ou comme on dit. C'est-à-dire, on est des boucs qui, soi-disant, capables de rationnels, hein, et qui sont superstitieux. Je raconte en blague. Moi, j'étais un étudiant haïtien, à Antony. Bon, un chien va passer par nous, vous regardez moi, Pella. Du bout de Pella. Parce que le chien va passer là. Le chien paye ton monde. Chien, c'est Papa Doc. Ah oui. C'est Papa Doc qui voit le chien écouter nous. Bon. Là, c'était la souffrance. Exactement. Bon, voilà. Lorsque je voulais parler de ça. De ça, ouais. C'est une affaire qui nous a occupés pendant près de 15 ans avec beaucoup de gens. Absolument. Bon, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a des familles qui ont perdu des proches, notamment leur fortune, parce que... oui, parce qu'en fait, il fallait tout donner. Tout donner, écoutez... oui, puisqu'il faut faire vivre... Certains membres étaient priés d'arrêter de payer leurs cotisations de retraite et de sécurité sociale, et après, ils se sont retrouvés sans retraite. Bon. Parce que c'était pas c'était contraire de vendre leurs biens et d'apporter l'argent vendu pour à la secte. C'est ça. C'est une des sectes qui a été les plus dangereuses en France. C'est vrai. Ouais. Alors donc il y a eu ça et puis il y a eu également, on a parlé toute la partie politique, des mandats politiques, conseiller municipal à Fort-de-France, jamais en tant que tête de file, toujours dans la mouvance, conseiller municipal à Fort-de-France, membre aussi de 2014 à 2020, c'était au niveau de la CACEM, élu également à la CTM. Là, il y a rédacteur en chef aussi au Journal Justice. Journal Justice, d'ailleurs, qui est quand même le journal le plus âgé, les 100 ans. Comment vous avez appuyé? En plus, on n'a même pas parlé d'André Aliquet. Alors, j'ai apporté le numéro que nous venons de sortir, le 100e. Justice, le numéro de 100e annuel, un numéro spécial, que Zouk TV, d'ailleurs, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais bon, c'est une fierté, effectivement. Bon. Quand on voit par exemple, le France Antilles tenu par le président et tout, et puis coulé, et alors que Justice à bras le corps, comme ça, cotisation des adhérents. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai rencontré, je vais raconter dans quelles conditions j'ai rencontré le Parti communiste, et parce que je pense,
J'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait agir, se rassembler pour pouvoir obtenir plus de respect de notre personnalité, de notre identité, et que c'est celui qui avait le mieux, à l'époque, analysé la situation martiniquaise de manière... nous utilisons beaucoup de manière scientifique. Autrement dit, en utilisant l'histoire, en utilisant la culture, en utilisant être plus près de la l'économie. proximité. Voilà. Et la proximité, comme tu dis. Et donc, c'est comme ça que je... Alors, je suis devenu... je suis rentré au Parti communiste et parmi les choses qui m'ont été confiées par Armand Nicolas, d'un côté, il m'a confié la commission économique. Bon, alors, nous avons sorti le programme de l'autonomie, voilà, en 1978. Bon. Et puis, il m'a confié, progressivement, j'ai pris la suite d'un camarade qui s'appelait, deux camarades d'ailleurs, il y avait René Ménil qui était rédacteur en chef de Justice, puis Yves Volo, et j'ai pris leur suite comme rédacteur en chef. Et ce qui m'a passionné, c'est que on tenait des réunions de comité de rédaction chaque semaine, et en particulier, René Ménil, qui était un maître à penser, qui était professeur de philosophie, il n'hésitait pas à nous étrier. Alors nous étions diplômés, intellectuellement, économie, Holo et d'autres en droit. Nous avions un autre Ménil, son neveu, Mano Ménil, qui était avocat. Il y avait dans ce comité de rédaction des gens assez forts. Ils n'hésitaient pas à nous critiquer à chaque numéro. On prenait le numéro de la semaine précédente. Bon. Et puis, ça pointait du doigt. Et puis on épluchait. Bon. Par exemple, moi, je me dis que tes articles économiques sont trop compliqués. Il faut utiliser des termes plus précis. Pour intéresser le lecteur. Ouais. Bon. Et il avait une phrase que je cite souvent. Il disait, alors je vais essayer de l'imiter, camarade. Sujet, verbe, complément. Les grandes phrases. Les phrases simples. Exactement. Alors c'est comme ça qu'on a été formé par ces communistes de l'ancienne génération et que nous avons pris le relais et que nous avons essayé donc de maintenir cette tradition et pour arriver à ces 100 ans. Mais eux-mêmes, ils avaient pris le relais de ceux qui... Bon, par exemple, René Ménil avait pris le relais dans l'époque, je pense, d'André Aliquer. Bon. Donc, c'est ça l'explication de ces 100 ans. Et pourquoi il faut, le rôle principal d'un journal, de médias, comme celui-là d'ailleurs, je ne dis pas que nous ne sommes pas les seuls. C'est ça, oui. C'est d'un média martiniquais. Un média martiniquais. C'est de conscientiser le peuple martiniquais. C'est-à-dire que de il l'esprit critique et dans le contexte actuel d'aujourd'hui là que nous vivons, il faut donner aux Martiniquais non seulement de la conscience, mais une culture scientifique. Parce que là, nous n'en sortirons pas, je pense, nous ne sortirons pas de cette conjoncture difficile si il y a deux choses. Il y a deux choses. Je parle du Japon et de la discipline. La discipline collective. On ne peut pas opposer la liberté individuelle à la liberté collective. La liberté des uns s'arrête toujours là où commence la liberté des autres. Bon, c'est une première chose. Donc la discipline, respecter les gestes barrières, comprendre ce qui se passe. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui se passe. Oui. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est faire conscience à la science. La variole, le vaccin contre la variole a été
inventé en 1789. La variole a été éradiquée dans le monde en 1953. Oui. Bon. Autrement dit, je cite cet exemple, c'est que la science avance pas à pas, avec des erreurs. Bon, mais parfois avec une rapidité, puisque les technologies ont avancé. Voilà. Mais tu as tout dit. Je ne vais pas faire une démonstration. Mais alors, sur ce sujet, je vais quand même dire que pour ma gouverne, depuis le 17 mars 2020, j'ai considéré que, en tant que rédacteur en chef de justice, nous devions tous nous informer sur cette question. Donc, chaque semaine, j'invite les Martiniquais à lire. À lire le Parce journal. que nous essayons, sur cette question, de donner une information sérieuse et vérifiée. Bon, la deuxième chose, c'est que l'évolution de la situation a permis un retour vers la science. Arte, par exemple, je donne ce conseil. Arte a publié, il y a à peu près un mois, un documentaire qui est remarquable, qui s'appelle la course au vaccin. C'est un documentaire de 90 minutes, mais son originalité, c'est que ça a été filmé, non pas après la découverte du vaccin, on peut d'aller interroger les gens, qu'est-ce que vous avez fait, mais c'est pendant. Je ne sais pas si tu as vu ça. Pendant, oui. Ça fait 90 minutes, et on voit les chercheurs faire des hypothèses, rencontrer des échecs, retourner en arrière, reprendre ce qui existait, faire des expériences, etc. Et jusqu'au moment, c'est un document qui a été fait par une société de communication britannique. C'est pas un truc français, c'est un truc britannique. Bon, je crois que si on veut avoir une information sérieuse sur ces questions-là, et il y a une dernière caractéristique de ce documentaire, ce qui m'a plu, c'est que la majorité des explications scientifiques sont données par une femme noire, qui te ressemble d'ailleurs. Mais c'est peut-être moi. Mais est-ce que, Michel, par rapport à ça, on a dit, par rapport à documentaire là, que nous avons incité les mamans à regarder, et puis par rapport à tout ça auquel ils attendent, peut-être qu'ils ont coûté ça qui peut-être pas bon non plus, est-ce que c'est pas, au départ de l'épidémie, au départ les pandémies qui arrivées, tenir un amalgame de communication? Bien sûr. Donc, du coup, là, nous avons des sociétés noires, chaque chose d'école au froid, où j'apprends à faire peut-être à soi en côté, ou pas bon l'autre. Est-ce que c'est pas ça aussi? Oui, ça peut tout à fait. Je crois que ça peut expliquer. Bon, je ne prends pas une sorte des masques. Ouais. Bon. Mais, ceci dit, je réponds. Je ne prends pas la défense du gouvernement actuel. Vous n'avez pas me soupçonner. Le Parti communiste est résolument opposé au gouvernement actuel, dirigé par l'actuel président de la République. Mais tous les pays du monde ont été en pénurie de masques. Oui. Pourquoi? Parce que l'industrie chinoise s'est vue avoir des commandes d'un seul coup, et ce n'est qu'après qu'au fur et à mesure... C'est les petits débrouillards qui se frappent. Bon, alors... ça qui peut aider. Alors, ce qui est erroné, c'est de dire à l'époque que ce n'était pas nécessaire. Bon. Et puis après de dire faites vous-même. Bon. Et puis après dire que c'est pas bon ce que vous avez fait. Ça aussi. Bon, il y a tout un. Mais ça, moi je crois quand même qu'on peut quand même. Ce n'est pas une tradition en Europe d'avoir des masques. Dans les pays asiatiques. Oui, c'est dans tiens, au Japon. Oui. Avec la pollution qu'il y a au Japon, tout le monde porte masque à Tokyo. À présent, et puis la brume de sable, peut-être faut que nous prenions. Peut-être qu'on sera obligé. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut expliquer. Tu as raison, ça peut expliquer. Mais ça n'empêche pas d'être rationnel. Et ce qui est le plus important, le message le plus important que je veux dire, dans un petit peuple qui fait 376 000 habitants. Dans une île, quand le virus est dans une île, ça circule vite. Et par conséquent, nous avons exactement 577 morts entre le 12 juillet et le 14 août, le 12 juillet et le 14 septembre. Autrement dit, nous avons quand même, de ce point de vue-là,
à balayer tout cela et à faire de la priorité, c'est la sauvegarde de notre population. La prévention, et c'est important. La prévention, je dis très clairement que je suis vacciné, que j'ai mes 2 doses et que je prendrai ma 3e dose. Il faut avoir, et dans cette affaire, une des causes aussi, c'est le manque de courage de la classe politique qui n'a pas pris position clairement. Après, il y a aussi, au-delà du vaccin, il y a aussi la prévention. Alors, la prévention, comme tu dis, c'est les gestes barrières, de faire attention, ne pas aller faire du... Bon, moi en boucan, moi, j'aime les zouk. Mais il faut rester tranquille. Mais oui, ou zouk, là. Ah non, c'est pas zouk, non. Zouk, c'est ça le médicament. C'est brenéant. Non, mais il faut ouais. C'est un passage difficile. Il faut. On peut espérer, on peut sentir que nous arrivons à bout, nous sortir dans ça. Oui, je pense, je vais citer l'exemple de la variole, de la poliomyélite, j'ai cité d'autres exemples. Il y aura un après Covid. Ouais. Et puis il y a d'autres qui arrivent aussi. Bon, peut-être. Mais avec l'expérience du Covid, je crois que aussi l'humanité, parce qu'il faut tirer des leçons. Alors, c'est un combat politique. C'est ça. Alors, il ne faut pas adopter une attitude fataliste, il y aura d'autres, donc non. Il y a les moyens. On a démontré qu'en mettant l'argent, en mettant le paquet, en mettant le nombre de chercheurs qu'il faut, on peut trouver. Bon, la prochaine étape, c'est quoi? Ça, c'est la prévention, le vaccin. Mais on va trouver le médicament. Bon, on a commencé à expérimenter ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Il y en a d'autres qui sont en train d'expérimenter. Bon, l'OMS est en train d'expérimenter. Cuba d'ailleurs aussi. Donc, on dit que d'ici la fin de l'année, on pourra peut-être trouver des médicaments. Mais ce n'est pas une raison pour sortir des trucs, des médicaments qui n'ont pas de valeur. Bon, par conséquent, mais il faut absolument... Donc, et puis, je pense que... ce n'est pas la première épidémie que nous vivons. Nous avons eu des épidémies de typhoïde, nous avons des épidémies de choléra. Donc, à la Martinique, a survécu. Bon, par conséquent, il faut s'appuyer sur notre passé, que nous avons la possibilité d'avoir confiance en nous-mêmes. Et je crois que nous pouvons surmonter cette difficulté, mais comme je l'ai dit, à la condition de faire preuve de discipline collective et de solidarité entre nous. Voilà. Michel Noukabout. Voilà. Si maintenant que nous passons là, c'est vrai que nous découvrons en notre manière, nous te connaissons tous, chroniqueurs, professionnels ailleurs, mais les petites anecdotes, tout ça au fait, et c'est vrai que ça mérite un livre en fait. Hein. Ben peut-être. Alors, j'ai d'abord quand même en chantier. J'ai rédigé beaucoup d'articles économiques dans Justice, j'ai fait beaucoup d'interventions dans le domaine de l'économie. J'ai d'abord, comme premier objet, de rassembler tout ça et de faire quelque chose. Parce que je crois que j'ai eu la chance d'observer l'économie, un peu comme l'image qu'on a montrée au microscope là. Bon, mais il y a peu de Martiniquais qui ont pu, grâce à un poste stratégique aussi important que la direction de la concurrence de la consommation. Faire un état des lieux. Bon, j'avais une vision globale. Les économistes appellent la macroéconomie. La vision un peu comme les bombardiers américains, les B-52, qui lâchaient des bombes sur le Vietnam, à 10 000 mètres. Bon, j'ai eu la chance, moi, de voir l'économie martiniquaise de près. Et non seulement les mécanismes, mais les hommes. Bon, mais ça, je crois qu'il me faut restituer ça. Et puis peut-être autre chose. Voilà, biographie. Ça fait un peu le plaisir. Moi aussi. Je te remercie. Pour passer à rien, tu as Michel Branchian, là, de Balata, parce que c'est comme ça, nous voisins. Oui. Mais m'a découvert en l'autre manière. Eh bien, je te remercie. Et puis, je pense que d'ici la fin de l'année, on sera déconfiné peut-être, et qu'on pourra avoir une vie plus normale, parce que à Balata, tout le monde est chez soi. Hein. Mais bien sûr. Et puis être un petit peu plus humain, la fraternité recommence. Parce que nous sommes un peuple de gens conviviaux. Voilà. Nous aimons la convivialité. Absolument. Quand ça manque pas au déboulé, manque jaune. Allez. Ah, mais alors ça, mon bagage dit non. Allez, c'est Manuela aussi qui est de nous présenter cette émission. La semaine prochaine, c'est l'occasion pour nous de découvrir un autre moment Martinique dans ça qu'a fait en pays. D'ici là, je vous de passer un bel week-end. Je vous en l'autre découp. Bonsoir tout le monde.